Et dans ces circonstances, il n'est pas étonnant qu'on se retrouve souvent à se sentir incompétent. Alors, j'avais mené, quelques années auparavant, une recherche sur l'incompétence pédagogique, et lors d'un colloque, un peu comme celui-ci, quelqu'un nous avait dit « mais pourquoi vous n'exploriez pas la question du sentiment d'incompétence? » On peut, compétence, c'est une chose, et des enseignants qui sont incompétents. Si oui, c'est quoi être incompétent d'enseignant? C'est une chose. Et se sentir incompétent, c'est une toute autre chose. Ça va aller la plus à l'oreille, mariant cela avec les intérêts en l'insertion professionnelle, vous avez le thème de la confiance. Objectif donc de la recherche, c'était d'abord de mettre au jour la nature et les caractéristiques de ce sentiment d'incompétence, et bien évidemment avec des enseignants en insertion professionnelle, et d'aller voir aussi le son de cloche de la part des directions d'école. Je vous le dis, c'est une recherche exploratoire avec un petit groupe d'enseignants, un petit groupe de direction d'école dans la région immédiate de Trois-Rivières. D'abord, cette introduction est faite, problématique, très rapidement, les chiffres et les recherches le montrent, les données internationales, il va y avoir, il y a déjà eu chez nous, il va y avoir encore un renouvellement massif du corps enseignant des prochaines années, qui va peut-être entraîner une pénurie d'enseignants dans nos écoles. C'est déjà le cas en France actuellement, et le Québec et le Canada n'échapperont probablement pas à ça. Donc, on va avoir de plus en plus d'enseignants, il y a beaucoup d'enseignants en insertion professionnelle. Dans la région de Trois-Rivières, des écoles, 85% du corps enseignant a 7 ans et moins d'expérience. Oui, ça fait beaucoup de monde, mais ça fait toute une culture scolaire qui est partie avec les vétérans. Et l'ensemble du corps professoral est en insertion professionnelle tout un pratique. Donc, un énorme besoin de main-d'œuvre, un énorme besoin d'enseignants, mais toujours des conditions aussi difficiles. Et comme l'indiquait le Bousquet en 2000, bien, pour le Québec, 80% des enseignants qui occupaient un poste en 95-96 vont avoir quitté ici 2010. Beaucoup de monde va les remplacer, même en comptant la baisse éventuelle d'étudiants, d'élèves dans nos écoles, il est clair qu'on s'achemine vers à nouveau un renouvellement massif du corps professoral. Or, l'enseignement est complexe, l'enseignement est dont l'insertion est difficile, l'enseignement est un métier dont la formation est incomplète, insuffisante, on le sait, compte tenu de la nature même du métier. Ben, vous voyez bien qu'on est pris avec un gros problème, d'où les rapports du COFPE, les recommandations du COFPE, d'où le colloque d'aujourd'hui. Bref, l'insertion professionnelle est un problème, un vrai problème, qui n'est pas prêt de disparaître demain matin. On est pris avec ça dans les prochaines années. Donc, de quoi parle-t-on quand on parle d'insertion professionnelle? Comme vous êtes dans le colloque et que tout le monde est peut-être un peu décrit ses poches, je vais aller très vite là-dessus. Donc, il s'agit d'une période souvent qui s'entend entre 5 et 5 ans, parfois un petit peu plus, parfois un petit peu moins, ça dépend des individus. C'est une période où il y a différentes étapes, dont la première est le choc de la réalité. Les auteurs, Fuller, Gatz, qui sont des auteurs classés en la matière, et ils acquièrent un certain style personnel, une manière de fonctionner, une certaine sécurité. Alors nous, ce qu'on est allé voir, ce sont des jeunes qui n'avaient pas acquis cette sécurité-là, en tout cas, qui étaient en train de l'acquérir. Donc cette insertion professionnelle, nous la décrivons en quelque sorte à la fois comme un moment de construire les savoirs et les compétences, bien évidemment qu'on n'a pas nécessairement acquis en formation initiale, qu'on va consolider en formation à l'emploi, au cœur même de notre travail, mais c'est aussi un moment où on se construit une identité professionnelle d'un étudiant, on devient un véritable enseignant. On se socialise, le travail, dirait les sociologues dans leur genre. Alors, ce processus, bien évidemment, va exercer une énorme influence sur la suite de la carrière. Une collègue de l'Université de Sherbrooke disait il y a quelques années de cela que les débuts dans l'enseignement jettent la base de la dynamique motivationnelle qui animera l'enseignement. En d'autres termes, tu te fais ramasser d'aplomb, pour utiliser l'expression, dans les premières années d'enseignement, ça risque de te démotiver ou ça risque de transformer ton rapport aux élèves, ton rapport à la profession dans les prochaines années, tout ça veut dire ça. Donc, en quelque sorte, l'insertion professionnelle, l'insertion au travail en enseignement, c'est comme une sorte d'initiation au sens anthropologique. C'est une discipline que j'ai fréquentée, je m'en excuse d'avance, mais et c'est comme une sorte d'initiation. Tu changes de peau, en quelque sorte, un peu comme un serpent,
Et c'est comme aussi une conversion au sens religieux du terme. À quelque part, il s'est produit quelque chose. Hein, le Québec a une longue histoire avec la religion. Alors, il se passe quelque chose de différent. Et c'est clair que c'est un foutu choc. Donc, dans ces circonstances-là, il est pas étonnant qu'on se sente incompétent, parfois souvent, parfois pas souvent. Comment ça se passe? Qu'est-ce que c'est le sentiment d'incompétence? On s'est fait une petite définition, vous savez, les chercheurs, hein, ils aiment ça pour une petite définition, on va essayer de vous faire ça très vite pour aller dans le vif du sujet. Essentiellement, le sentiment d'incompétence est en quelque sorte le vécu subjectif de l'enseignant quand il ne se sent pas en contrôle de la tâche. Et psychologie, par exemple, la psychologie cognitive nous montre que quand on n'est pas en contrôle de la tâche, on risque de ne pas se sentir compétent et très souvent, quand on n'est pas en contrôle de la tâche, on ne pourra pas réaliser cette tâche-là et on va se démotiver. Donc, si le sentiment de compétence, c'est de se sentir en contrôle de la tâche, à contrario, bien évidemment, le sentiment d'incompétence, c'est quand est-ce qu'on ne se sent pas en contrôle. Alors, ce qu'on est allé voir, en quelque sorte, c'est justement ces enseignants, c'est de voir quelles sont les situations où les enseignants ne sont pas en contrôle et quelles sont les stratégies, qu'est-ce qu'ils font pour surmonter cette absence de sentiment de contrôle de ce qui se passe dans la classe, de ce qui se passe dans leur lieu de travail. Ça pourrait être à la limite en dehors de la classe. Alors, définition très formelle ici, vous l'avez en bas de le sentiment des compétences pédagogiques sera donc la représentation de l'acteur quant à cette absence, quant à cette faiblesse de contrôle dans la tâche. Vous voyez, j'ai ma petite définition, juste pour bien chercher à faire. Méthodologie, sont aussi les chercheurs comme ça. Alors, on a vu des enseignants d'insertion professionnelle, 58 femmes, et puis, bon, on l'a rencontré, c'est les directions d'école, tout ce beau monde-là travaillait dans la belle région du centre du Québec, ici, bien sur la 40, entre la métropole et la capitale, qui vont peut-être être légèrement transformées par les diffusions. On a fait des entrevues avec ces gens-là, on les a rencontrés, on les a écoutés, on a essayé de comprendre ce qu'ils avaient à nous dire, on a transcrit les entrevues, je vous passe tout cela, et vous verrez le PowerPoint sur le site, ça a été annoncé, je m'en vais. C'est des questions méthodologiques. Les résultats. Vous allez reconnaître plein de choses que vous savez, je vous l'annonce tout de suite. La recherche, c'est un peu ça. Je vous dis, il n'y a pas de volet intervention dans cette façon de rechercher. Vous allez reconnaître des choses que vous savez. Vous allez dire, ben, on le sait, ça, on n'a pas besoin de se faire dire, ben, là, professeur, notre université a fourni. Mais c'est un peu ça, la recherche, des fois, dit des choses qu'on sait. C'est un peu prudent, ça avance prudemment. Alors, je vous dis, vous allez apprendre des choses que vous connaissez. Donc, vous apprendrez. Le sentiment des compétences pédagogiques. Alors, à partir de la définition qu'on en a donnée tout à l'heure, voici un peu ce qui est ressorti du discours des enseignants. D'abord, il peut se ressentir tout autant dans les tâches en classe que celles réalisées en dehors de la classe. Mais, bien évidemment, il prédomine dans les événements qui arrivent avec les élèves. C'est surtout dans le job qu'on fait auprès des élèves qu'on va se sentir incompétent. Donc, c'est pas nécessairement dans nos rapports avec nos collègues, dans nos rapports avec la direction, dans un ensemble de tâches, par exemple, d'évaluer les travaux, de corriger les examens. C'est dans le feu d'action de la tâche avec les élèves dans la classe que les situations d'incompétence pédagogique surviennent en général. Ça veut dire qu'on sait tout ça quand on est enseignant dans une classe, quand on est prof à l'université, on ne sait pas, on fait une recherche pour aller les Donc, lorsque ce sentiment survient, il peut être associé au domaine de la gestion de classe, qui ressort très fort, naturellement, comme une préoccupation sur les enseignants en insertion professionnelle, et aussi dans la gestion de la matière. Mais souvent dans la gestion de la matière, parce qu'on n'enseigne pas la matière dans laquelle on a été formé à l'université. C'est des enseignants. Moi, je voulais mentionner que c'était des enseignants du secondaire dont on parle ici. Alors, c'est sûr que quand on enseigne pour un journaliste, qu'on a été formé en mathématiques, nous mettons une probabilité de se sentir incompétent avec ce sentiment d'incompétence, là, c'est intéressant. Parfois, on l'attribue à soi. Alors, il y a des enseignants qui vont dire, ben, c'est ma faute, c'est moi qui n'a pas assez d'expérience, qui a pas pris ma formation initiale au sérieux, assez. Mais très souvent, on va l'attribuer sur des facteurs, vous connaissez, des facteurs externes. Le plus de contrôle interne, le plus de contrôle externe. Parfois, on l'attribue à des facteurs externes. Faiblesse de la formation, manque de ressources, nature de la population étudiante,
c'est-à-dire ici les élèves, ou après, ça me fait texto, alors, la nature de l'application, l'enseignement d'une matière que je maîtrise mal ou que je ne maîtrise pas du tout, et aussi le manque de soutien de la part des collègues et de la direction. Ça nous interpelle, ça va ressortir comme un leitmotiv, un petit en filigrane, vous allez voir, il y a quelque chose là d'important, la réponse à la question, bien sûr, sera en partie en fonction de ce que vous dites. Sentiment des compétences pédagogiques, là aussi, ça va, j'avoue que comme chercheur, et l'impression aussi comme chercheur, on est un peu estomaqué. On se sent incompétent, mais ça ne mobilise pas toujours des stratégies pour surmonter ce sentiment d'incompétence. Ça, j'avoue que c'est peut-être, si tant est que notre recherche a servi à quelque chose ou indiqué quelque chose d'intéressant, je pense que c'est ça qui est plus intéressant. Il y a comme une espèce de facilité, une sorte d'attitude du genre de fatalisme face au sentiment. Bon, de toute façon, la formation initiale était tellement bancale, puis de toute façon, les conditions d'insertion professionnelle sont tellement mauvaises, etc., etc. C'est normal, je me sens. Donc, il y était dans des gens qui étaient fous fatalistes, qui ne mobilisaient pas donc des stratégies pour dépasser ce sentiment d'incompétence pédagogique. D'accord? Je dis que ça peut être un effet de cohorte aussi, c'est pas nécessairement 400, 500 étudiants, enseignants à la province, c'est eux un petit peu. Mais lorsque les enseignants mobilisent des stratégies pour dépasser le sentiment d'incompétence pédagogique, quelles sont les stratégies qu'ils mobilisent le plus souvent? Quelles sont relevées dans leur discours? Alors, les actions, d'abord, ce sont consulter un collègue. On espère qu'il lui répond, ou que ce collègue-là répond. C'est la première source d'information quand je me sens incompétent. Consulter un collègue. On dort, chez le café, etc. Bon. La documentation, pas les recherches des professeurs de l'université. La documentation, le ministère, le programme, un guide pédagogique, un manuel. Autoréflexion, je m'assois, puis là, je repense à mon affaire comme il faut, le soir, les fins de semaine, sous la douche, un peu partout. Et enfin, dans certains cas aussi, consultation de la direction. Mais ça, vous comprenez qu'on n'est pas permanent, on ne veut pas trop avouer qu'on se sent incompétent, c'est peut-être même sa direction qui dit viens me voir, c'est pas des problèmes, viens me voir. Bien évidemment, ce n'est pas la première personne qui va dire ça. Des sources de connaissances qui pourraient peut-être nous aider à surmonter le sentiment d'incompétence pédagogique qui ne semble pas utilisé, ou très peu. Hein? Le recours à la formation continue, bien qu'on sait que la plupart des enseignants suivent une formation continue, ça ne sort pas dans le discours liés à leur situation d'emploi. Les recours à des experts universitaires, parce que les universitaires sont des experts, des recours, on ne vient pas voir les profs qu'on a eu en formation initiale, dire hey, j'ai quel problème, toi tu me donnais une course à la gestion de classe, tu donner des lectures, vous ne restez pas très loin depuis le temps, on ne vient pas les voir, ça c'est clair. Le recours à des ouvrages en sciences de l'éducation, encore toujours dans ces résultats sur les enseignants. Le sentiment d'incompétence pédagogique, ça m'a étonné. Ne semble pas très profond. Peut-être par fatalisme, justement, on se fait une sorte de carapace, on se dit normal, je me sens incompétent. Il n'y a personne qui s'est remis en question au point de lâcher l'enseignement. Tant mieux. Il y a 13 enseignants quelque part à Trois-Rivières qui sont aussi dans leurs écoles et qui enseignent au moment où on se parle actuellement, je pense. Les problèmes évoqués ne sont pas insurmontables et leur gravité n'ébranle pas la confiance en soi des enseignants. Vous comprenez que c'est un effet de cohorte. On a rencontré des enseignants qui ne sont pas sortis de la profession. Et quand il y a 18% qui quittent la profession dans les premières années, ceux-là sont peut-être sentis très incompétents, bien qu'ils ne quittent pas toutes pour cette raison. Okay? Personne donc n'a été ébranlé fondamentalement dans sa représentation de soi. Ce résultat, dans un certain sens, on peut dire qu'il pourrait dépendre, en quelque sorte, d'un effet de cohorte, d'un effet de désirabilité sociale, vous connaissez le jargon, c'est-à-dire ce que les enseignants nous disent par rapport à des gens qui viennent les interviewer peut être biaisé. On ne peut pas dire qu'on a été fortement ébranlé. Et aussi, dans certains cas, il faut bien dire, la psychanalyse à partir de Freud, on sait qu'on n'est pas complètement transparent soi-même et qu'il y a des choses qui nous habitent, qui nous échappent. Alors peut-être que ces gens-là ne s'intéressent pas nécessairement toujours à l'indice. Il y en a même pas. Les représentations, les attitudes, les croyances, les valeurs ne semblent pas avoir été fondamentalement modifiées par des situations qui étaient en quelque sorte un peu dérangeantes.
qu'on a vécu dans la classe. Ce sentiment d'incompétence pédagogique, donc, semble en quelque sorte relever d'une sorte de processus normal d'entrée dans la discipline, d'entrée dans l'académie. Il apparaît étroitement lié à une représentation normative du bon enseignant. Dans le discours des enseignants, ça ressort de façon extrêmement forte. Et dans cette représentation de soi comme professionnel, il y avait deux facteurs qui venaient jouer très fortement. Le milieu a des attentes envers moi, on verra dans quelques minutes les attentes des élections, et j'ai aussi des attentes envers moi-même. Ce rôle du bon enseignant, je vais passer très vite, ce sont les manières de se définir que dans le discours des enseignants des sessions professionnelles, les mots qui sortaient, on voit aussi les grands mots à la mode, la réforme, le kitsch, l'éducateur, le modèle, un initiateur, le goût d'aller plus loin, une personne qui aide à la réussite, un homme à tout faire. C'est un homme qui dit ça. Alors, le sentiment d'incompétence pédagogique ressort comme étant alimenté aussi par le peu de soutien à l'insertion professionnelle dispensé par les directions d'école. C'est pas moi qui le dis, c'est les enseignants. L'organisation individualiste de l'enseignement perdure et c'est en quelque sorte alimenté. On sait que dans le cadre de la réforme, on dit de travailler en équipe, faire des choses en collectif, etc. Est-ce que le contexte de travail en enseignement va permettre cela? C'est une grande question à se poser. Malgré la faible appréciation de la formation initiale, malgré le peu de soutien de la part des pairs, même si c'est la première source quand on se sent incompétent, quand même dans le discours, on peut sentir une tension, une contradiction, mais quand même, malgré donc le peu de soutien de la part des pairs et de la part des directions, malgré une population étudiante de plus en plus problématique des enseignants, au regard des valeurs du monde scolaire, les enseignants semblent considérer qu'ils ne s'en tirent pas trop mal. Et tout semble se passer comme si les enseignants intégraient très tôt une vision du métier légitime de ne pas être toujours à la hauteur. Ça, c'est inquiétant. J'espère que ce n'est pas le cas de tout le monde. Vous comprenez, c'est une étude exploratoire, mais c'était la vision qu'ils nous renvoyaient ces enseignants. Cette vision du métier leur permet peut-être de supporter les moments difficiles sans remise en question radicale. C'est comme en quelque sorte une stratégie de survie. Alors, allons rapidement. Donc, les enseignants ont vécu durant leurs premières années un processus bien sûr complexe de transformation en profondeur de leur identité professionnelle. Ils étaient des étudiants, des enseignants, mais les chocs ne les a pas modifiés, le choc ne les a pas modifiés profondément dans leur personne. Les étudiants ont devenus des enseignants, et la perte de connaissance par les pairs plus expérimentés, selon leur dire, ne semble toutefois pas acquise. Et c'est comme si on se sentait en quelque sorte des enseignants, mais des enseignants peut-être d'un niveau un petit peu inférieur, peut-être parfois une sorte de condescendance à notre endroit avec lequel on n'est pas à l'aise. Des éléments qui même si l'abandon de l'approbation depuis 1998 a contribué à clarifier ce statut-là des nouveaux enseignants, il semble toujours en quelque sorte qu'ils ne sont pas vus comme des enseignants. Je vais passer rapidement pour vous présenter quelques éléments des directions. Peut-être simplement mentionner qu'à travers l'expression de ce sentiment d'incompétence, les enseignants rencontrés expriment aussi leurs besoins en matière de soutien à l'insertion professionnelle. Bon, mon insertion professionnelle, ça a été une visite de quelques minutes de l'école avec le directeur. J'ai été étonné de ça, de voir que dans nos écoles, en tout cas, je ne sais pas s'il y en a ailleurs, mais quand on va ici, par exemple, il n'y avait pas de programme d'insertion professionnelle bien patenté, ou s'il en existait, il n'était pas appliqué. Voici, ça c'est la salle des profs, ça c'est au siège, ici la photocopieuse, voici, tiens, bonjour Louisette, bonjour Hôtel, ça c'est le collègue, à l'enseigne des maths, donc c'est un problème, ça c'est ton bureau, tu reviens au bureau. C'était ça. Bon, on ne peut pas visiter 35 000 écoles, mais c'était ça. Ça c'est inquiétant, et c'est clair. Comment? C'est une bonne école. C'est une bonne école. Voilà. Alors, allons donc quelques minutes voir les directions d'école. Alors, il est évident dans le discours des directions d'école, 6 directions d'école que nous avons rencontrées, qu'on a des attentes extrêmement élevées envers les nouveaux enseignants.
ces directions d'école-là souhaitent que les débutants soient compétents dans toutes les dimensions pratiques et de l'enseignement, pratique enseignante, toutes les dimensions, qu'ils adoptent un comportement exemplaire, qu'ils s'impliquent dans la vie de l'école, qu'ils brisent le moule de l'organisation individualiste du travail. C'est leur faire porter beaucoup de poids, ces jeunes non permanents, et qu'ils soient des promoteurs des nouvelles approches et des nouveaux outils pédagogiques. En d'autres termes, énorme mon petit gars, mais casse-toi pas la gueule parce que tu n'auras pas la permanence. Vous voyez un peu là, bon, je caricature, vous m'excuserez, mais vous voyez qu'il y a comme des attentes énormes et un discours aussi qui, bien évidemment, est en tension par rapport à la situation réelle qu'on fait vivre aux jeunes enseignants. Cela dit, là, il ne s'agit pas de jeter la pierre aux directions. Les directions ont des contraintes et, bien évidemment, sont prises aussi avec l'excellence. Toute la société regarde l'école et ils vont-tu sortir des étudiants qui connaissent de quoi, des petits bouts de tri, des petits. Bon. Ces diverses attentes peuvent se regrouper, on les a regroupées en quelque sorte par thème. Compétences de matière interpersonnelle, à travailler en équipe, compétences éthiques, compétences adaptatives. Ça fait beaucoup de compétences qu'on attend que les étudiants, que ces anciens étudiants, nouveaux profs, maîtrisent. Et là, il faudrait s'interroger sur le niveau de maîtrise. Parce qu'il y a une réflexion là-dessus, c'est peut-être ça. Le processus d'accueil des novices, des débutants en carrière, n'est pas ni formalisé, et malgré cela, malgré les recommandations du Conseil supérieur de l'éducation, du ministère de l'Éducation, le COFPE maintenant, c'était pas formalisé. Dans certains cas, il y avait du jumelage ou du parrainage avec un ancien, mais c'était pas une situation formelle, bien organisée. Quant aux incompétences. Les incompétences les plus souvent relevées par les directions d'école envers les nouveaux. Bon, d'abord, difficulté à assumer la discipline en classe. Bon, tenir sa classe, c'est la grande heure de tous les nouveaux enseignants. Ça, c'était la première difficulté, fondée par ordre d'importance selon les directions d'école. Difficulté à assumer, difficulté à planifier, à structurer les cours. Manque de culture générale. Ah, mais ça ressort, mais tout le monde sait que de génération en génération, les jeunes sont toujours moins cultivés que les anciens. Soit dit en passant, vous savez, on a trouvé une amphore en Grèce, à Crète, je pense qu'ils disaient, là, la société s'en va, là, les jeunes ne connaissent plus rien. Déjà, il y a 2500 ans, une fois disait exactement ça. Ah, donc, si on suivait la ligne de l'histoire, on est probablement retourné à l'âge de pierre. Il y a 2500 ans, la génération qui suivait était moins cultivée, laquelle était moins cultivée, laquelle était moins cultivée. Tout le monde, pourquoi aujourd'hui on a des ordinateurs? Connaissance pédagogique mal adaptée au nouveau programme scolaire. Ben oui, c'est parce qu'on avait aimé ça, avoir plus d'informations en formation initiale pour former nos étudiants à la réforme. Si on avait eu des informations, on aurait fait. Réticence à demander de l'aide, vous comprenez pourquoi. Les directions, toujours dans ce discours, alors ça c'était les problèmes les plus souvent rencontrés, mentionnés par les directions. Chacune de ces remarques, en quelque sorte, à notre sens, peut être interprétée comme une critique de la formation des maîtres. La formation des maîtres est éminemment critiquable. On ne sait pas trop comment former des maîtres dans un métier aussi complexe. On peut être psychologue, travailleurs sociaux, spécialisés des matières, aimer les enfants et les adolescents, aimer se faire souvent taper sa tête par l'ensemble de la société, donc un peu masochisme sur les bords, être en formation continue continuellement, et puis aimer aussi passer beaucoup de fins de semaine. Vous avez tout le monde de vacances, hein? Alors, mais aimer passer des fins de semaine à corriger, on ne sait pas trop. Freud disait, psychanalyste, c'est un métier impossible, l'éducation. Il y avait peut-être pas tard. Donc, une formation impossible aussi, nécessairement incomplète. Donc, je voudrais attirer votre attention sur le fait que les critiques des directions à l'endroit des nouveaux étudiants, des nouveaux enseignants, pardon, dépassent en quelque sorte les seuls savoirs professionnels. Par exemple, le manque de culture générale, c'est une critique qu'on rencontre souvent d'une génération précédente à la génération suivante. Okay? Et renvoie, dans un certain sens, à une représentation implicite du métier enseignant, comme ça, d'idéal. À noter aussi l'absence de la méconnaissance de la matière comme motif de critique, alors que les débutants enseignent parfois des matières pour lesquelles ils n'ont pas de temps. Ça ne ressort pas chez les directions. C'est étrange. Pourtant, on sait que c'est une pratique courante. Hein? En tout cas, c'est courante ailleurs, mais je dirais que ça arrive assez courant chez nous.
Alors, on va environ nos étudiants qui postulés dans les autres régions. Mais pourtant, ça ne ressort pas, mais ça paraît pourtant évident. Parce qu'au niveau secondaire, ça paraît pourtant évident. Ça devrait ressortir. Ça ne ressort pas. Une critique donc aussi d'un comportement qui s'explique par la position du statut du débutant et de la culture individualiste du monde scolaire, réticence à demander de l'aide. Donc, on critique les débutants en disant vous ne demandez pas d'aide, ça c'est un problème. Comment demander de l'aide quand il n'y a pas des programmes spécifiques pour demander de l'aide? On ne peut pas aller voir la direction et dire hey, ça va très mal, je me sens très incompétent. Vous ne pouvez pas faire ça. Il faut qu'il y ait un tampon, il faut qu'il y ait des gens, d'où le projet que nous avons mis sur pied, là, qui démarre, justement pour accompagner les jeunes. Ces gens-là peuvent se confier à des personnes qui ne sont pas leur employeur, qui pourraient dire finalement, regarde, il faut oublier ta permanence, il faut oublier la fin de ton contrat, il n'y a plus besoin de service. Vous comprenez que il y a ces concrétisations. Conclusion. Oh, c'est un défi. C'est incroyable. Conclusion. Donc, il faut s'appeler sur l'étude exploratoire, il faut rappeler que c'est des conclusions que beaucoup de monde connaissent. Il faut être prudent, on continue la recherche. On a mis sur pied un laboratoire sur l'insertion professionnelle avec l'IR, je l'annonce depuis. Et on a un projet de recherche qui va démarrer, on va les accompagner. Ce ne sera pas la même cohorte, on va avoir une trentaine d'étudiants, d'anciens étudiants, futurs étudiants, je ne sais pas trop beaucoup, de nouveaux enseignants. Des débutants qui ne se débrouillent pas trop mal ensemble, mais qui, en quelque sorte, ceux qu'on a rencontrés, c'est ceux qui n'ont pas décroché. On s'appelait d'un effet de cohorte. Et ils semblaient bien se débrouiller. Un sentiment d'incompétence, je fais une petite synthèse, c'est mon stratégie. Donc, un sentiment pas trop profond, et je mettrai des bémols là-dessus. Je suis sûr que si on gratte un peu plus, si on les accompagne pendant 2-3 ans, le sentiment d'incompétence va ressortir de manière plus proche. Des stratégies de remédiation, ça c'est endogamique. J'ai parlé d'anthropologie tantôt. On va chercher des solutions quand on en cherche le sentiment d'incompétence à l'intérieur de l'école. On ne va pas chercher des ressources extérieures. Et ça, je trouve ça un peu dommage du point de vue de formateur de maître, là, que ça serait peut-être intéressant qu'on vienne voir les anciens, peut-être un pour avoir dans toute la formation en 4 ans qu'on a élu, qu'on trouvait qu'il y avait d'autres années, qui n'était pas trop mal. Ça fait de venir les voir, ou de venir chercher des références, ou que ces liens-là restent. Je ne sais pas comment on pourrait les conserver. Donc, on cherche des solutions endogamiques. Une vision, en quelque sorte, que j'attribuerais peut-être un peu positiviste des savoirs des sciences de l'éducation, à savoir qu'on juge très fortement ou très mal la formation initiale, quand, dans un métier comme ça, on ne peut pas donner de solutions. On peut donner des stratégies de toujours. Une insertion professionnelle vécue, en quelque sorte, sur un mode informel plutôt que formel, un programme d'insertion spécifique, des directions qui mettent la pression et qui aident peu, des collègues globalement peu présents en matière d'aide, même si vers eux on se tourne au premier chef, des représentations de l'apprentissage du métier qui convergent pendant que la direction des nouveaux enseignants, c'est-à-dire le métier s'apprend sur un mode artisanal. On apprend à enseigner en enseignant, on ne pas ça en formation initiale. Ça, il y a un consensus. Des définitions de rôle aussi des enseignants qui sont convergentes, qui sont en lien aussi avec le discours de la réforme actuelle. Enfin, pour terminer là-dessus, phénomène de système, logique d'acteur, c'est le jargon chercheur, on ne peut pas nous le faire complètement. C'est-à-dire, on constate dans l'insertion professionnelle et dans le sentiment d'incompétence pédagogique qu'il y a quelque chose qu'on peut appeler de phénomène de système, c'est-à-dire des conditions d'entrée difficiles, une culture individualiste. Là-dessus, on n'a certainement pas de leçons à donner dans les universités, c'est sûr, mais c'est une culture quand même relativement individualiste, c'est le mode d'organisation du travail, chacun dans sa classe avec ses élèves, et on ne peut pas autrement, absence de structure d'insertion précise et attentes élevées, mais souvent implicites des directions. Les attentes que je vous mentionnais tout à l'heure, aucune des directions nous ont dit, mais ça, on dit ça explicitement envers les jeunes. On a un ensemble d'attentes, un ensemble de choses auxquelles on s'attend d'eux. Voici, en matière de compétences, qu'on attend de pouvoir, de comportement. Personne n'a donné un discours explicite là-dessus. Hein? Bref, des attentes implicites. Ça, c'est ce qu'on appelle les phénomènes de système. Enfin, des logiques d'acteurs, le fatalisme des nouveaux enseignants. OK? Il faut prendre les grains de sel, l'effet de cohorte, etc., les inégalités sociales. Il y a un fatalisme
est en quelque sorte lié à une représentation parfaite, liée à une représentation du métier et une recherche de solutions dans un spectre restreint, c'est-à-dire endogamique, uniquement à l'intérieur de la classe. Maintenant, il faut que je réponde à la question très rapidement. Quelles conditions d'enlèvement pour une insertion réussie? Bien, je pense qu'il faut absolument, impérativement, que toutes les écoles se dotent, toutes les commissions scolaires se dotent d'un programme d'insertion professionnelle précis et qu'on applique. Que ce programme-là soit basé, entre autres, sur une forme de mentorat ou de tutorat par un enseignant expérimenté, n'est-ce pas? Okay. Et que les attentes de la direction soient explicites à l'intérieur de ce programme d'insertion professionnelle-là, qu'il y ait des lieux pour que l'étudiant exprime les moments de sentiment d'incompétence, sans être fragilisé quand on essaie de le demander son contrat, etc. Qu'il puisse développer, et que ce programme-là aussi inclut des lieux, des moments, des personnes, des ressources pour développer et réfléchir sur des stratégies pour surmonter ce sentiment d'incompétence pédagogique. Peut-être que le département de faculté d'éducation pourrait jouer un rôle, peut-être bien, peut-être qu'on peut jouer un rôle en partenariat. C'est fini!